Bonjour et bienvenue sur Huntington Podcast, le podcast dédié à la maladie de Huntington. Je suis Thomas et j'aide mon père depuis plus de 10 ans au quotidien. J'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, malades, aidants, porteurs, personnels du corps médical, pour nous aider à comprendre et mieux vivre avec cette maladie. Tous nous expliquent les différentes étapes par lesquelles ils passent et comment ils avancent et continuent dans la vie. Ce podcast soutient l'association Huntington France, présente sur tout le territoire. Elle s'occupe de faire connaître la maladie, de financer la recherche médicale et d'accompagner les malades et leurs familles dans toutes les étapes. Je vous conseille vivement d'y adhérer pour recevoir les dernières actualités. Vous retrouverez le lien du site internet dans la description de l'épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour Madame Yameogo. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps de passer sur le podcast Huntington Podcast. Je me permets de vous présenter, vous êtes assistante sociale au CHU d'Angers. C'est ça. C'est ça, et donc est-ce que vous pouvez un peu m'en dire plus sur vous ? Déjà, ça fait combien de temps que vous êtes assistante sociale et pourquoi vous avez pris cette vocation ? Alors, je suis arrivée au CHU d'Angers en 2007 et j'ai très vite travaillé au service neurologie. Et ensuite est venu le centre de référence des maladies neurogénétiques et maintenant le centre de référence Huntington. C'est un service avec lequel on travaille vraiment en proximité. C'est vraiment une qualité de travail que je n'ai jamais voulu quitter. Et puis, c'est vrai, un réel attachement pour mes patients et leur entourage. Donc voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis au centre de référence et je travaille à mi-temps. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que assistante sociale, c'est une vocation ? C'est un métier de passion ? Qui est venu un peu sur le tard. J'ai travaillé tout de suite à l'hôpital dès ma sortie de formation, avec une réelle découverte, parce que j'avais pas fait de stage dans ce domaine-là, et vraiment une découverte totale. Et j'en suis jamais partie, donc on va dire oui, sur le tard, mais peut-être une petite révélation. Une petite révélation, d'accord, ok. Au cours de l'épisode, on va parler de plein de choses. Je tiens déjà à le dire, on ne pourra pas aborder tous les sujets relatifs au social, à toutes les questions autour de la maladie d'Huntington, mais j'ai sélectionné quelques thèmes et on va essayer déjà de répondre à cela. Déjà, peut-être expliquer le rôle de l'assistante sociale pour bien comprendre ce qu'on doit attendre d'elle. Alors, le rôle de l'assistante sociale donc au centre de référence des maladies neurogénétiques et du centre de référence Huntington, c'est d'abord l'écoute, avant tout, les rencontres, parce qu'on se rencontre sur des temps relativement courts, puisque les personnes viennent en hospitalisation de jour et en consultation. La moyenne, c'est 2 fois par an, donc on est sur des temps très courts, donc très intenses. Donc, il ne faut pas passer à côté de cette rencontre, elle est importante. Donc, de l'écoute, de l'échange, pour mettre en place un accompagnement des patients et de leurs proches. Donc, c'est aussi de l'information sur les droits, sur l'accès aux droits et sur l'aide à mettre en œuvre ces droits. Donc, c'est tout le volet aide dans les démarches administratives. Alors, ces aides dans les démarches administratives, elles sont bien évidemment en lien avec les besoins des patients et de leurs proches. Donc, ça peut être vis-à-vis du maintien au domicile, avec la mise en place d'aide à domicile, d'aide humaine, d'aide technique, de soins, de séjours de répit, de l'orientation vers les établissements. On pourra y revenir certainement tout à l'heure. Donc, ça concerne l'accueil de jour, l'accueil temporaire, de l'accueil permanent de précaution. Ça concerne également tout le volet protection, des personnes vulnérables, qu'elles soient mineures ou majeures, avec des mesures de protection type tutelle, curatelle, maintenant avec l'habilitation familiale. Ça peut également concerner l'aide à la parentalité,
pour des patients qui peuvent être parents de mineurs, encore au domicile. Et puis tout le volet travail pluridisciplinaire avec tous les membres du centre de référence. C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Il est vraiment constant et incontournable. Et c'est vraiment une chance de pouvoir travailler vraiment avec des neurologues très investis, une conseillère en génétique, un psychologue, la neuropsycho, l'ergothérapeute, les secrétaires. Oui, vous échangez avec beaucoup de métiers différents autour du malade. Et comme ça, une assistante sociale, elle s'occupe de combien de personnes à peu près ? À l'année, centre de référence neurogénétique, ça représente 125 personnes, dont 85 personnes atteintes de la maladie de Huntington. D'accord. À l'année. Donc on se dit qu'avec 125 personnes à gérer, ça doit être un peu challenging des fois. Vous devez avoir des fois certaines urgences. En plus, comme vous nous l'avez dit, vous êtes à mi-temps, donc c'est vrai que je pense que vous avez des journées bien occupées, bien remplies. Oui, oui, c'est le cas. Mais toujours avec ce travail, je crois que le maître mot, c'est pas de travailler seul, parce que vaut mieux plusieurs cerveaux qu'un. Donc que ça soit avec les membres du centre de référence, mais aussi avec tous les partenaires, parce que le centre de référence draine quand même un territoire très important, la Bretagne, les Pays de la Loire, le centre. Et comme on rencontre quand même les personnes en moyenne que 2 fois par an, il s'agit de s'entourer aussi de professionnels de proximité. Alors, c'est pas toujours évident, parce que les territoires, on en avait parlé, Monsieur Guégan, entre nous un petit peu. Alors, pour nous professionnels, c'est déjà un peu compliqué. Alors, j'imagine pour les aidants et les patients que ça peut représenter un véritable millefeuille institutionnel. Alors justement, c'était ma prochaine question. Je vais reprendre un peu du tout départ et je vais me servir de mon expérience pour vous poser des questions. Déjà, moi, je me disais, quand j'ai commencé à aider mon père, je me disais, mais à quelle assistante sociale je m'adresse ? Est-ce que je m'adresse à celle du centre de référence, à celle du département, celle de la ville, et d'autres que je sais même plus lesquelles étaient venues à la maison et à qui elles étaient rattachées. Déjà, j'ai ça. Alors, comment choisir à quelle assistante sociale on s'adresse ? Alors, je comprends que ça représente une réelle difficulté. Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de faire le pas vers l'assistante sociale de référence. Et ensuite, il nous appartient de faire un peu déjà l'état des lieux de la situation. Quels sont les besoins ? Quel est l'âge de la personne ? C'est vraiment un facteur déterminant, l'âge, parce qu'on voit bien que le curseur, c'est 60 ans. Voilà. Avant ou après ? Parce qu'avant, on considère que c'est le volet handicap, et après, on est dans le volet personne âgée. Donc là, déjà, les acteurs ne sont pas les mêmes. En plus, selon le territoire, quelle est l'organisation du territoire du département ? Là aussi, les professionnels les professionnels peuvent être les mêmes, mais c'est que l'organisation n'est pas forcément la même d'un département à l'autre. Par exemple, pour les personnes âgées de plus de 60 ans, nous, dans le Maine-et-Loire, on va se référer au CLIC. Sauf que dans le département voisin, le CLIC, alors il va exister, mais pas forcément sous cette forme-là, avec cette dénomination-là. Et c'est quoi le CLIC, juste ? Alors, pardon, le CLIC, vous me reprenez, parce que il y a un tas de symboles aussi, je comprends qu'il y a de quoi se noyer. Le CLIC, c'est Centre local d'information et de coordination. Voilà. Mais dans d'autres départements, il peut s'appeler, par exemple en Sarthe, je viens d'apprendre qu'il s'appelle Sarthe Autonomie. Là, je vois dans le 37, c'est la plateforme territoriale d'appui, Santé 37. Voilà, il peut avoir différentes dénominations. Charge à nous de savoir quel acteur, quel partenaire on va pouvoir trouver pour qu'il y ait un réel accompagnement de proximité, mais toujours en coordination avec le centre de référence. Voilà, le but, c'est vraiment ça, c'est de travailler ensemble. Donc,
votre conseil, ça serait de se rapprocher du neurologue et du centre de référence où je suis suivi, et en fait de lui demander le contact avec l'assistante sociale. Et ensuite, c'est avec l'assistante sociale, voilà, qui travaille main dans la main avec mon neurologue. C'est ça. Et ensuite, le centre de référence peut aussi coordonner, parce qu'il ne va pas y avoir que l'assistante sociale, il va y avoir aussi un tas d'autres acteurs autour de la situation. Et c'est vraiment de faire du lien pour fluidifier autant que possible la prise en charge. Et plus elle va être globale, individualisée, je pense que meilleur l'accompagnement sera. Et en effet, je pense que c'est très important de se rapprocher d'une assistante sociale qui puisse en effet nous donner déjà toutes les clés, tout ce dont on a le droit et qu'on doit demander. Et en plus de s'entourer, d'essayer le plus rapidement de créer un écosystème qui nous permettra de nous aider plus la maladie évoluera, plus on aura besoin de ces aides. Et moi, c'est là où j'ai rencontré beaucoup de difficultés, c'est que quand j'ai eu des contacts avec des assistantes sociales, et c'est des assistantes sociales, c'est-à-dire qu'il y avait en effet celle du CHU avec qui on était en contact, mais il y avait aussi celle du département qui voulait venir passer à la maison voir mon père tous les X mois de l'année. Et donc des fois je lui demandais des trucs à elle et je voyais que j'avais pas un retour, que c'était compliqué, qu'elle disait qu'elle connaissait pas ce dossier-là, donc elle devait se renseigner. Donc déjà je voyais que elle arrivait pas, et le problème c'est que moi à cette époque-là j'étais dans des situations d'urgence, c'est-à-dire que mon père il avait besoin d'un professionnel de santé ou d'aide de vie ou autre, et j'avais pas les réponses que je voulais, parce que si vous voulez, quand on contacte une assistante sociale, c'est très rare qu'on ait une réponse dans les 24-48 heures. Et on comprend bien, quand vous suivez 125 dossiers, vous pouvez pas les rappeler tous dans la semaine, c'est compliqué. Et c'est là où moi j'ai eu beaucoup de difficultés à avancer dans les démarches de mon père en fait. C'est que j'avais pas l'impression que j'étais soutenu de ce côté-là, mais parce que je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai accumulées au fil des expériences, mais peut-être que je m'adressais sûrement à la mauvaise personne en plus. Alors, peut-être pas forcément à la mauvaise personne, mais en tout cas une personne qui, toute seule et peut-être qui plus est ne connaissant pas la maladie, était peut-être un peu limitée dans son accompagnement. D'où vraiment l'intérêt, vraiment de travailler ensemble. Je pense par exemple, c'est important qu'on puisse, parce qu'on travaille énormément avec les MDPH, et c'est important qu'on puisse renvoyer par exemple à nos collègues qui vont évaluer la situation. On a fait une demande par exemple d'aide humaine, et on sait très bien que très souvent nos malades n'ont pas conscience de leurs difficultés, donc ne formulent pas de besoin. Si la collègue se présente au domicile et que la personne dit « mais moi tout va bien, je n'ai besoin de rien », si au préalable elle n'est pas informée que c'est justement très symptomatique de la maladie, eh ben son évaluation va s'en tenir à ça. Donc vraiment, l'importance d'échanger sur les situations. Et elle est là aussi, notre mission, c'est de faire du lien, vraiment. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai qu'il est important. Moi, c'était peut-être à l'époque où j'ai commencé les démarches pour aider mon père, j'avais une vingtaine d'années, j'avais 20 ans je pense. Et j'étais perdu avec tous ces anacronymes, tous ces gens, tout ça. Et l'information, j'avais beaucoup de mal à la trouver, donc j'ai un peu fait par moi-même. Et si j'avais un conseil à donner, c'est de se rapprocher soit d'une association, soit de l'association Huntington, qui a vraiment toutes les connaissances pour vous orienter vers les personnes, soit de votre neurologue qui vous indiquera l'assistante sociale, on va dire le contact clé pour commencer les démarches. Et c'est également faire du lien vraiment avec tous les intervenants, pas forcément les travailleurs sociaux, mais aussi, alors vous avez parlé de l'association, on travaille et c'est vraiment très bénéfique et pour nous et pour bien évidemment le patient, de travailler avec les associations. Vous voyez, quelquefois,
on peut être, nous, travailleurs sociaux, eh bien, un peu limités dans notre intervention parce qu'on est professionnel et qu'on sent que et le patient et l'entourage vont avoir besoin vraiment de l'intervention de l'association parce que eux, vivant une situation, alors certes pas identique, mais en tout cas très parallèle, eh ben, le lien va être peut-être plus facile. Et quelquefois, nous, on s'appuie sur les associations, eh ben, justement pour, encore une fois, travailler ensemble. Par exemple, je pense à une situation où eh bien, on a travaillé en lien avec l'association pour parler d'inscription de précaution en établissement. On sentait que pour la famille, c'était inentendable. Mais parce que je pense qu'à ce moment-là, il y avait ce barrage avec le professionnel. On a demandé un soutien à l'association qui est rentré en lien avec la personne. Et là, on sent qu'il y a des choses, des freins qui tombent, qui se débloquent. Mais encore une fois, c'est vraiment avec qui on va pouvoir travailler pour accompagner au mieux. Parce que c'est vrai qu'il y a tout un tas d'intervenants. Il y a aussi les associations d'aide à domicile, les auxiliaires de vie, les aides ménagères, les infirmières, les SIAD, qui peuvent être en difficulté quand elles interviennent au domicile. Alors je dis elles parce que c'est très souvent des femmes qui peuvent être en difficulté et on peut se mettre en lien. Alors on n'a pas le droit évidemment de parler spécifiquement de telle ou telle personne parce qu'il y a aussi le volet secret médical, mais avec les neurologues, la conseillère en génétique, les attachés de recherche clinique, je les ai pas cités tout à l'heure, mais elles sont vraiment aussi incontournables dans la prise en charge du patient. Elles les connaissent souvent très bien et souvent très bien également leur famille. Et on fait des rencontres, des visios avec les aides à domicile pour expliquer la maladie, peut-être un petit peu plus sur le versant trouble du comportement, expliquer que c'est vraiment en lien avec la maladie, peut-être donner quelques clés, quelques conseils, mais en tout cas les réassurer aussi dans leur intervention. Alors, peut-être pas brosser l'ensemble des partenaires, mais vraiment citer ceux avec qui on travaille essentiellement. Bon, il y a les assistantes de secteur, mais ça, c'est surtout à partir du moment où il y a des enfants. Alors là, ça va être pour les personnes de moins de 60 ans, les SAVS, ça veut dire services d'accompagnement à la vie sociale, les SAMSA, les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Pour ça, il faut une notification MDPH. Donc là, en effet, on rajoute du délai, ça c'est vrai. Mais en tout cas, ce sont des acteurs sur lesquels on s'appuie beaucoup. Il va y avoir tous les organismes tutélaires, les personnes qui sont curatrices ou tutrices. Alors, les clics dont j'ai parlé tout à l'heure, les Maya, si, c'est encore on va dire que c'est un super clic, les Maya, pour les personnes qui vont être dans le refus, par exemple, d'une prise en charge. Voilà, on fait appel aux Maya. Les équipes relais handicap rare, qui sont devenues qui se développent et c'est des acteurs sur lesquels on s'appuie aussi de plus en plus. Et puis tous les établissements qui accueillent les personnes, les foyers d'accueil médicalisés, les maisons d'accueil spécialisées. On travaille énormément avec Hendaye, qui propose l'hôpital marin d'Hendaye, qui est également centre des références, qui propose du répit et une prise en charge très adaptée à nos patients, avec les filières de santé, la filière Brain Team. Également avec mes autres collègues des centres de référence, on peut s'appeler quand on est un peu, parce que nous-mêmes, on peut être en difficulté, on peut avoir besoin d'un éclairage sur une situation. Et puis, là aussi, moi, je les inclus dans nos partenaires, c'est les aidants. Oui, bien sûr. Qui sont quand même nos interlocuteurs privilégiés, qui ont une expertise sur laquelle il faut s'appuyer pour la connaissance de la personne et de la situation. Oui. Ah ouais, ok, mais on voit en effet qu'il y a plein de choses, et ça c'est aussi peut-être quelque chose qu'on dit pas souvent, mais en France on a la chance d'avoir beaucoup d'aides, peut-être un peu compliquées d'accès, mais
Il y a très peu de pays dans le monde qui ont autant d'aide que nous, donc il faut quand même le souligner. Et justement, ça m'amène un peu à ma prochaine question, c'est que moi je me suis toujours demandé, c'est qu'on a un malade en France, il a le droit à énormément d'aide. Pourquoi, à partir du moment où on est déclaré handicapé et qu'on est reconnu la maladie Huntington, on sait très bien que ça se guérira pas dans 3 4 ans. Pourquoi on nous dit pas, bah voilà, je vous inscris à toutes les aides? Pourquoi l'assistante, elle nous dit pas, on va faire toutes les aides, et comme ça, tout est fait, et puis bah, le jour où vous en aurez besoin, vous pourrez l'utiliser, parce que vous en aurez besoin, c'est sûr et certain. Oui, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Alors, c'est que la MDPH, elle statue sur des besoins à un moment T. Alors on va juste expliquer, MDPH, c'est la maison départementale des handicapés. Donc il y en a un dans chaque département, il y a une MDPH dans chaque département, et c'est un peu là où on fait, quand on dit qu'on va beaucoup en parler dans cet épisode, qu'on fait un dossier MDPH, c'est-à-dire qu'on demande quelque chose à cette maison des handicapés, qui est bien souvent pour obtenir de l'aide à domicile, obtenir un aménagement de sa maison, et encore plein d'aides. Et voilà, c'est un peu le sésame quand on veut faire évoluer notre dossier. Oui, en fait, voilà, vous le dites très bien, la MDPH, c'est celle qui va accorder tel ou tel droit. Alors, vous dites pourquoi c'est une maladie malheureusement irréversible, on sait qu'elle est évolutive, pourquoi est-ce qu'on doit refaire un dossier à chaque fois? Alors, la MDPH, elle permet maintenant quand même, par exemple, l'allocation adulte handicapé, c'est un revenu, une ressource. Maintenant, on voit de plus en plus MDPH qui statuent sur un droit illimité. Voilà, de plus en plus. Pareil pour les cartes d'invalidité, de stationnement. Droit illimité. Donc, ça va éviter à chaque fois de refaire un dossier. Par contre, là où il va falloir renouveler certains droits, comme ce qu'on appelle la PCH aide humaine, ça veut dire prestation de compensation du handicap en aide humaine, ça veut dire que la MDPH va évaluer que, en fonction de l'autonomie de la personne, des répercussions de la maladie sur son quotidien, elle va avoir besoin de tant d'heures par semaine, par mois. Voilà. Et en effet, comme c'est une maladie évolutive, eh bien, les besoins qui vont être à un moment T ne seront peut-être pas forcément les mêmes 2 ans, 3 ans après. Donc là, il va falloir refaire. Donc c'est vrai que pour les familles, c'est très lourd. Mais charge à nous d'accompagner les aidants dans ce domaine-là. Et justement, ma question, vu qu'on est rentré dans le sujet du dossier MDPH, moi, pour reprendre mon cas, il y a un moment où je suis devenu un peu un spécialiste de faire des dossiers MDPH, que j'en ai tellement fait que maintenant je connais très bien le process. Et il y a un moment donné dans la vie de mon père où son état évoluait tous les 6 mois, il fallait augmenter l'aide. Et donc pendant quelques années, je me suis retrouvé à faire au moins tous les 6 mois un dossier MDPH. Pourquoi? Parce que le temps de traitement était grosso modo de 5-6 mois. Mais sauf que le problème, c'est que quand je faisais le dossier, mon père, il avait déjà besoin de cette aide-là. Mais il la recevait 6 mois plus tard. Et déjà, moi, ma question, c'est... Bon, vous travaillez pas à la MDPH, mais c'est pourquoi il y a besoin de... Pourquoi le délai est très long pour traiter quelque chose où on sait très bien qu'il en aura besoin? Alors, en effet, je ne suis pas la MDPH. C'est vrai que les délais de traitement sont longs, mais aussi il y a des milliers de demandes. Et quelquefois, alors pas toujours, mais quelquefois, on voit des personnes qui sont tellement fatiguées de refaire ou de faire le dossier, c'est qu'ils ont tout coché en disant comme ça, au moins, je vais tout demander. Sauf que la MDPH, quand tout est coché, a l'obligation de tout statuer et de tout traiter. D'où vraiment l'importance de faire un dossier complet, vraiment avec un certificat médical vraiment bien étayé, et ça, les neurologues le font très bien. Et puis, à nous aussi de détailler en quoi la personne elle a des besoins.
Et quelquefois, même assez souvent, ils vont statuer. Si le dossier est relativement complet, nous, on peut se mettre en lien aussi avec nos collègues de la MDPH. Une fois le dossier envoyé, les besoins sont décrits, les demandes sont ciblées, on contacte nos collègues et on voit quand même que ça facilite quand même le circuit. Je suis d'accord avec vous, les délais sont relativement longs. Après, c'est vrai qu'ils ont énormément de demandes. Non, on peut le comprendre tout à fait, hein, mais c'est aussi pour faire comprendre à tout le monde qui nous écoute pourquoi il y a des délais aussi longs et voilà un peu ce que ça implique également. Merci à tous de nous avoir écoutés, c'est la fin de cette première partie. On revient très vite avec la suite de l'épisode. À bientôt.